Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Chronique Agora, et nous avons le plaisir d'accueillir Charles Sana, éditorialiste économique et auteur de la lettre d'information Insolentiae. Donc on est très content de vous recevoir à nouveau sur cette chaîne. Bonjour. Alors si on vous a réunis aujourd'hui, c'est pour faire le point sur la situation politique et économique qui est plus que tendue. Donc comme vous le savez, Emmanuel Macron a déclenché la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. Et donc, les élections législatives ont été fixées au 30 juin et 7 juillet, ce qui laisse finalement très peu de temps aux partis pour élaborer un programme viable et surtout peu de temps aux citoyens français pour faire les bons choix. Donc, comment est-ce que vous interprétez la décision d'Emmanuel Macron et est-ce qu'on peut espérer quelque chose de positif de ces élections? Comment l'interpréter? Écoutez, je crois que celui qui en parle le mieux, c'est celui qui l'a décidé, à savoir Emmanuel Macron lui-même, qui aurait déclaré à des journalistes, propos rapportés par Le Monde, j'ai dégoupillé ma grenade, je leur ai balancé entre les jambes, et maintenant on va voir comment ils se débrouillent avec ça. Je suis ravi, aurait-il dit, des propos qui ont pas été démentis. Bon, c'est à l'image, tout ça est à l'image affligeante de ce triste cirque qui nous dirige depuis trop longtemps et ces 7 dernières années ont semblé bien longues à l'ensemble de la population française, et y compris d'ailleurs au marché, puisque tout ça se termine avec 3200 milliards d'euros de dette, avec un paysage politique qui est complètement éclaté, détruit, et donc maintenant désormais fondamentalement polarisé. Et donc, qu'est-ce que ça m'inspire, tout ça? Je crois que je l'ai résumé dans l'édito que j'ai écrit dans mon édition quotidienne là, du jour, et que j'ai intitulé Quand on a accumulé trop de mauvais choix, il n'y a plus de bonne solution possible. Et pourquoi il n'y a plus de bonne solution possible? Parce que en réalité, et c'est le point dramatique auquel nous a conduit ce président de la République, c'est que vous avez un débat qui est complètement polarisé et hystérisé. Vous avez d'un côté, on va dire, LFI et l'extrême gauche, de l'autre côté, le RN et l'extrême droite, et puis un centre qui est complètement inaudible. Le pari de Macron, c'était de dire vous avez le choix entre les extrêmes, hein, donc extrême gauche, extrême droite, et donc soyez raisonnable, votez encore pour moi. Bon, le problème, c'est que ça fait 7 ans qu'il dit ça, 7 ans que les gens votent pour lui, se font couillonner. Hein, il arrive la main sur le cœur en 2022 en disant votre confiance m'oblige. Bon, et puis 15 jours après, il fait une réforme des retraites contre les gens de gauche qui avaient fait barrage à l'extrême droite en votant pour Macron. Bref. Donc, à force de couillonner les gens, il arrive un moment où les gens, aussi gentils soient-ils et aussi sympathiques soient-ils, aussi benets soient-ils, hein, dans l'esprit du président, ils finissent quand même par comprendre et par ne plus lui donner leur confiance. Et donc, le centre aujourd'hui, incarné par Macron, va quasiment disparaître du paysage politique pour laisser place à cette polarisation extrême droite, extrême gauche, même si je n'aime pas forcément cette vision. Et là, je vais vous faire un parallèle historique, qui est un parallèle historique avec les années 30, qui avait eu exactement le même débat, hein, entre extrême droite et extrême gauche. Et ce débat aujourd'hui, en fait, il se résume, à mon sens, il va se résumer très vite. Vous avez commencé par dire, ça laisse peu de temps pour organiser des programmes et des campagnes. À mon sens, ça va donc être un choix très simplifié et quand la complexité est trop grande, eh bien, la seule manière de faire, c'est de simplifier, de revenir vraiment à l'essentiel, à la quintessence, à la substantifique moelle, comme on disait quand j'étais encore au lycée. Et cet essentiel, c'est quoi? C'est pour ou contre le communisme, ou pour ou contre la propriété privée. D'accord? Il ne faut pas oublier que LFI, c'est le LPA aussi, c'est Poutou et c'est l'abolition de la propriété privée. D'accord? Donc c'est la collectivisation. Donc pour ou contre le collectivisme, pour ou contre le communisme. Voilà. Et deuxième question, pour ou contre l'immigration et pour ou contre le bazar dans les rues. Voilà. Donc vous avez d'un côté le parti dit extrême droite qui va incarner l'ordre
C'est vieux comme la droite, c'est vieux comme le monde et c'est vieux comme la politique. Et puis de l'autre côté, vous avez le parti du désordre, du chaos, de la chienlit et du bordel. La gauche, c'est vieux comme le monde, c'est vieux comme la permissivité de gauche, c'est vieux, voilà. Bon. Et donc là, vous avez une vraie césure de toute manière culturelle, politique, dans tous les pays du monde entier, hein, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, en Amérique du Sud. Vous avez cette dichotomie toujours droite-gauche, ordre versus plus de liberté, plus d'anarchie quelque part. Donc vous avez toujours cette tentation de l'ordre. Puis quand on est allé trop loin dans le désordre, eh ben, vous avez un retour de bâton toujours historique qui tend vers beaucoup plus d'ordre. On peut le déplorer, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas le sujet. Et je vous dis que ça va se polariser là-dessus. Et puis à l'autre sujet, il va être économique. Et vous avez d'un côté la droite qui est profondément, culturellement capitaliste dans le sens propriété privée, versus la gauche qui est structurellement, fondamentalement communiste, c'est-à-dire collectivisation et vomissement sur la richesse, le capital, l'accumulation de richesses, etc. Donc, ça va se simplifier, à mon sens, le débat sur ces deux sujets. C'est passionnant parce que c'est évidemment des périodes que nous avons déjà vécues. Et c'est très intéressant de voir que ces radicalisations sur le choix politique interviennent toujours en fin de cycle et interviennent toujours dans des moments de guerre. Bon, alors Marine Le Pen n'est pas Adolf Hitler, Mélenchon n'est pas encore Pol Pot ni Staline, bien que tous ont en germe la capacité de le devenir en fonction des circonstances, de l'évolution de l'histoire. Voilà, c'est pas encore écrit. Donc en tout cas aujourd'hui ils ne le sont pas du tout. Simplement, on constate encore une fois qu'en fin de cycle les positions se radicalisent sur des choix finalement extrêmement simples, mais extrêmement structurants et qui sont au cœur même de la vie des gens. Plus de souveraineté, moins de souveraineté, plus d'ordre, moins d'ordre, plus de propriété privée, moins de propriété privée. Et c'est passionnant comme époque. Voilà ce que ça m'inspire. Et ça m'inspire que, évidemment, il n'y a plus aucune bonne solution parce que vous aurez toujours, globalement, au moins la moitié des Français dans un tel contexte qui seront radicalement opposés à celui qui arrivera au pouvoir. Et donc, c'est porteur de germes d'une immense violence potentielle dans les semaines qui arrivent. On pourrait effectivement voir un chaos social qui pourrait se manifester. Mais quoi qu'il en soit, en termes idéologiques, c'est sûr que les partis sont très différents. En revanche, ils vont tous devoir faire face à la même chose. Le problème, c'est le déficit de la France. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent concrètement pour faire face à ce problème qui est croissant et qui semble n'avoir aucune issue? Bah, les déficits, je pense que c'est compliqué de les résoudre si on ne change pas de logiciel. Là, on vient d'assister à une réforme des retraites. On nous a expliqué que c'était le principal foyer de déséquilibre de nos finances publiques. C'est vrai que c'est le premier poste, hein, le versement des retraites. Ensuite, on essaie de nous faire croire que c'est le coût du chômage, alors que les caisses d'indemnisation sont excédentaires. En réalité, bon, on voit chaque jour, la Macronie, c'est le mensonge permanent, c'est le mensonge illimité. Et ce qui me continue de me fasciner chez Macron, c'est sa confiance absolue dans la capacité à des cabinets de conseil, à des communicants de manipuler les gueux. Je pense que ceux qui nous écoutent peuvent difficilement se figurer le degré de mépris de Macron pour le peuple. Euh, bon, c'est ressorti une fois ou deux avec j'ai envie d'emmerder les Français ou qu'ils viennent me chercher, mais c'est difficile de prendre la mesure hein, du mépris et du machiavélisme de Macron. Il faut dire que l'histoire de la grenaille dégoupillée, c'est fantastique. Enfin, c'est tellement révélateur du personnage. Il faut pas oublier non plus que cette réflexion, il l'a faite après avoir rencontré Larry Fink une semaine avant les législatives européennes.
Larry Fink, patron de BlackRock, étant certainement l'Américain le plus souvent invité à l'Élysée. Et chaque fois qu'ils se rencontrent, on a l'impression que la question des retraites, tout ça, ça évolue. C'est probablement un hasard. Donc, BlackRock est probablement le premier détenteur privé de dette française. Donc, il est très très facile quand on explique que si l'ultra-gauche bolivarienne, islamo-gauchiste prend le pouvoir, ça va être un bain de sang. Et si c'est les incompétents des fachos, les incompétents fachos Front National qui arrivent aux affaires, ça va être aussi le bain de sang. Bon, il suffit en fait que BlackRock vende 4-5% de son portefeuille d'OAT et on a un spread de 20, 30%, de 20 ou 30 points qui se creuse par rapport au Bund et on peut dire, regardez, ça y est, la France est au bord du précipice. Mais tout ça est cousu de fil blanc. Tout comme, effectivement, qualifier l'opposition d'extrême. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas dans le camp de la raison, si vous n'avez pas rejoint Macron au cours des 7 dernières années, vous êtes forcément un extrémiste, puisque vous n'avez pas rejoint le camp de la raison, le centre, qu'on peut qualifier effectivement d'extrême centre. Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec l'extrême centre, vous repartez avec un trauma crânien, avec un œil en moins. Et puis, si vraiment vous osez protester contre des mesures sanitaires, vous avez le droit d'abord à l'enfermement et ensuite vous perdez votre travail. Mais c'est sûr que le fascisme est un grand, grand danger. Il est à nos portes. Et le logiciel des deux extrêmes, c'est incroyable, n'aborde pas les problèmes de façon très différente par rapport à Macron. Ce qui nous coûte très très cher en France, bah d'abord, c'est qu'on verse chaque année 15 milliards de plus à l'Europe qu'on en reçoit. Donc sur 10 ans, ça fait 150 milliards, ou depuis que Macron est au pouvoir, ça fait un peu plus de 100 milliards. Vous avez des chèques qu'on envoie à l'Ukraine, c'est décidé de façon complètement unilatérale et absolument non démocratique, puisqu'il n'y a aucun débat. Donc, Ursula von der Leyen envoie des chèques à l'Ukraine et la France s'acquitte de sa quote-part de 25%. Il n'y a aucune discussion. L'Europe nous adresse des GOPE, les grandes orientations de politique européenne, et Macron est le plus zélé pour les appliquer. Alors ça va de la tarification de l'énergie, au calibre des radis, à la cambrure des bananes. Euh, Tout ça nous coûte une fortune parce que les normes pour se mettre aux normes, ça nous coûte une blinde. Et personne ne veut remettre en cause ce qui, d'évidence, plombe le budget de la France. Et ni les extrêmes droite, ni l'extrême gauche ne veut remettre en cause les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Je ne parle pas aux PME, je parle aux grandes entreprises. Hein, le fameux CICE, dont on n'a jamais été capable de savoir si ça crée un emploi ou non, et dont on mesure parfaitement ce que cela génère comme dividende supplémentaire, eh bien, aucun des deux extrêmes ne veut remettre en cause ce qui est probablement le poste le plus coûteux pour les finances publiques, c'est-à-dire 60 milliards de cadeaux sans contrepartie. Et on voudrait augmenter le SMIC, sachant que 7 millions de salariés au SMIC sont majoritairement dans les PME qui n'ont accès à aucune niche fiscale. Et vous remarquerez que dans les grandes entreprises où il y a très peu de SMICards, à la limite, on peut augmenter le SMIC, ça ne les gêne pas du tout. Mais ce qui est très fort, si vous voulez, c'est que la gauche généreuse veut faire augmenter les salaires et c'est les plus fragiles, c'est-à-dire les entreprises, les PME, les PMI, qui vont être les premières exposées à l'augmentation du SMIC. Enfin, ils peuvent très bien augmenter le SMIC, mais il va falloir supprimer un poste.
Si vous augmentez de 10% le salaire de vos salariés, vous allez devoir supprimer un salarié parce que vous n'y arriverez pas, parce que vous n'avez accès à aucune niche fiscale qui permet aux grandes entreprises, en revanche, de verser des salaires beaucoup plus généreux. Puis je vais terminer mon intervention avec un petit clin d'œil. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que moi, je me suis repenché sur le programme du Front populaire de 36 et il était inscrit en toutes lettres qu'il y avait la préférence nationale. Et aujourd'hui, c'est la droite extrême, les vilains fachos, qui voudraient au contraire faire quelque chose pour les retraités, hein, qui se tuent à la tâche avec des carrières longues, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des grandes constantes historiques, mais ce petit clin d'œil de la préférence nationale d'un côté et de je me préoccupe quand même de la retraite des ch'tis ouvriers de l'autre, c'est quand même assez rigolo. Bah ouais, les deux parties là dont vous avez parlé proposent une fiscalité plus lourde et donc des dépenses finalement qui vont augmenter. Euh, Comment est-ce qu'on peut, face à ce choix, euh, savoir lequel sera le plus lourd en termes de conséquences sur les épargnants ou sur les PME, comme vous avez dit? Objectivement, aujourd'hui, on a une vision extrêmement claire du meilleur choix ou du plus mauvais choix, plutôt, ou du moins mauvais choix, devrait-on dire, en termes économiques. La réponse a été très clairement donnée ces derniers jours. Gabriel Attal était en train de railler tous les renoncements du Rassemblement national en termes économiques. Bon, mais c'est évidemment très important de rassurer les acteurs économiques que sont les marchés, les épargnants, les entrepreneurs et l'ensemble des acteurs économiques qui font ce pays en disant, voilà, rassurez-vous, on ne fera pas de bêtises. On a bien compris que les finances publiques étaient dans un état désastreux et aujourd'hui, tout le monde devrait dire ça. Non, on ne rasera pas gratis. Non, on ne va pas pouvoir tout financer n'importe comment, n'importe quoi et très rapidement. Non, je ne vais pas pouvoir faire la baisse de la TVA. Je ne vais pas pouvoir encadrer les prix. Je ne vais pas pouvoir augmenter la fiscalité de manière délirante, assurer la solvabilité de l'État. Bref, surtout, je vais d'abord ne rien faire, faire un audit des finances publiques, voir les marges de manœuvre que je peux me dégager ou pas me dégager, et puis pour tout le reste, on verra après. En substance, c'est ce qu'a dit le Rassemblement national. Le Front populaire, lui, continue à fond, et je dirais à front, dans la voiture qui va nous mener droit dans le mur budgétaire. Et donc aujourd'hui, le programme économique du Front populaire, sur lequel il n'y a eu effectivement aucun renoncement, nous emmène directement vers la tutelle du Fonds monétaire. Hein. Donc ce qu'on va avoir, c'est le nouveau Fonds monétaire international, mais on ne va pas avoir le nouveau Front populaire très 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 longtemps. Souvenez-vous quand même, Liz Truss, conservatrice, capitaliste, pour la propriété privée en Angleterre. Elle a tenu 49 jours en tant que première ministre avant d'être balayée par une crise financière et une crise des marchés qui a confiné à une crise de la dette anglaise parce qu'elle avait un programme qui accordait énormément de réductions d'impôts sans aucun financement en face. Tout le monde lui a dit, bah, écoute, tu as beau être de droite, tu as beau avoir tes brevets de capitalisme, de propriété privée et d'être conservatrice, si t'es nul, dehors, ton truc, ça tient pas la route. Bon, c'est ce qui s'est passé 49 jours. Je peux vous dire qu'avec le programme du Front populaire, ça va durer non pas 49 jours, mais 49 heures maximum, c'est-à-dire 2 jours avant que tout ça ne soit balayé par une crise au niveau de l'Union européenne qui va être terrible. Et bon, moi, vous savez, je suis pas un fervent défenseur de l'Union européenne, je suis pas un fervent partisan de la monnaie européenne et de l'euro, et je suis pas vraiment considéré comme un euro-BA et un europathe. Loin de là. Je pense même l'inverse. Néanmoins, quand on est en situation de responsabilité diriger un pays, il ne faut pas imaginer qu'on le dirige tout seul. Aujourd'hui, il y a une construction européenne qui s'est réalisée. On est pour, on est contre, on souhaiterait la modifier, l'atténuer, la changer, peu importe. D'accord. Mais vous
héritez d'un existant dont vous ne pouvez pas vous extraire comme ça, d'un claquement de doigts. Non, vous avez une monnaie unique, vous avez une banque centrale européenne qui est partagée, vous avez des partenaires européens avec lesquels on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc il y a certaines choses que l'on peut faire. Par exemple, l'Espagne et le Portugal nous ont montré qu'il était tout à fait possible de sortir du marché de l'électricité européen sans pour autant mettre l'euro à genoux, sans pour autant ne plus livrer d'électricité à nos amis allemands s'ils en ont besoin, mais bref, on n'était pas obligé de dépenser 30 milliards d'euros de déficit supplémentaire pour subventionner des prix d'électricité qu'on aurait pu fixer de manière complètement différente. Donc tout ça est totalement absurde. On a créé de la dette de manière artificielle qu'on aurait pu ne pas créer. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut agir et puis d'autres sur lesquelles on ne peut pas agir immédiatement, tout de suite, ou de manière trop rapide, sans créer une crise qui serait plus dommageable que l'équilibre préexistant. Et donc, l'art politique, c'est ça, c'est de savoir jauger jusqu'où on va pouvoir aller trop loin, quand est-ce qu'il va falloir s'arrêter, quand est-ce qu'il va falloir faire preuve, évidemment, de consensualité avec ses partenaires, quand est-ce qu'il va falloir dire non, là, je décide en souverain parce que ça met en péril en fait les finances publiques de l'État français. Et en mettant en péril les finances publiques de l'État français, je mets en péril les grands équilibres budgétaires européens, je mets en péril la Banque centrale européenne qui est également la banque centrale de beaucoup de pays de l'Union européenne. Bref, il y a des choses quand même qu'on peut faire avec bon sens, avec intelligence. Pour autant, si on en revient au programme du Front populaire, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, je l'ai là, hein, le programme du Front populaire. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler. Il est téléchargeable par tout le monde. Le document, ça s'appelle le contrat de législature. Donc, vous tapez Nouveau Front populaire, contrat de législature, et vous allez trouver le document PDF. En page, en page 22 de ce document, et j'ai pris des petites notes et j'ai stabilo-bossé. Donc, en page 22, au chapitre Europe, il est écrit « Refuser le pacte de stabilité budgétaire ». C'est très, très bien de refuser le pacte de stabilité budgétaire. Je suis absolument d'accord avec ce refus de pacte de stabilité budgétaire qui est un carcan. Le problème, c'est que vous avez deux manières de le refuser. Première manière de le refuser, on se met d'accord au niveau européen et la France est capable de négocier avec les Allemands, les Autrichiens, les Pays-Bas. Je vois déjà l'air goguenard de mon camarade Philippe quand je dis ça. Refuser un pacte budgétaire et dire non, non, mais il n'y a pas de problème. On autorise le petit père des peuples, Mélenchon, a imprimé autant d'argent qu'il veut avec notre argent à nous, diront les Allemands, les Pays-Bas, les Autrichiens, et ça ne va nous poser aucun problème. On est pour, il n'y a pas besoin de stabilité budgétaire. Donc ça, il faudrait y arriver au niveau européen. Effectivement, ça pourrait marcher. Autant vous dire que, et je pense que Philippe le confirmera, il y a peu de chances qu'on réussisse à vendre ça à nos partenaires européens. Et puis la deuxième chose de s'affranchir du la deuxième solution pour s'affranchir du pacte de stabilité budgétaire, eh ben, c'est évidemment de sortir de l'euro, de l'Union européenne et de faire un Frexit. Et donc là, effectivement, vous n'êtes plus obligé d'appliquer des règles communes puisque vous reprenez votre souveraineté. Mais vous voyez que il faut avoir un cadre conceptuel, un cadre intellectuel qui soit cohérent. Juste qu'il soit cohérent. Et donc, ce que vous voyez dans le programme de ce nouveau Front populaire, c'est évidemment quelque chose de totalement incohérent et qui va nous mener droit dans le mur. Et je conclurai là-dessus. Je pense que de toute façon, ce programme-là, il est infaisable, intenable, qui ne sera jamais mis en œuvre, et que ce qui va a priori plutôt se passer, c'est que, au bout du compte, les gens de gauche, hein, les gens qui forment ce Front populaire, il va éclater. Ce Front populaire, il n'a pas du tout été fait pour gouverner, pour diriger. Il a été fait pour opposer un front au Rassemblement national et pour essayer de faire en sorte que le Rassemblement national n'ait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Voilà son utilité. Après, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. Là-dedans,
il y a plein de gens qui n'ont rien à y faire et qui ne pourront pas travailler ensemble et qui probablement ne travailleront pas ensemble, certainement pas sur ce genre de programme. Et donc, l'un des paris de Macron, avec son extrême centre, c'est bien évidemment de faire exploser le Front populaire, de faire exploser après une partie du Rassemblement national avec les LR, etc. Donc, on va dire du front de droite, et de diriger avec les ailes plus consensuelles et de droite et de gauche, donc et socialistes et LR, et de reconstituer une majorité, ce qu'il aurait pu faire sans avoir à dissoudre l'Assemblée nationale, puisqu'il suffisait qu'il aille s'allier avec les Républicains. Et en s'alliant avec les Républicains, Emmanuel Macron avait évidemment la majorité absolue. Il aurait pu le faire aussi avec les socialistes, et ça faisait à peu près la même chose. Il avait la majorité absolue, donc il aurait pu le faire. Il n'a pas fait ce choix. Il a fait vraiment le choix de la grenade dégoupillée. Et à l'issue de ces élections, ce qui risque surtout de sortir, c'est une France totalement ingouvernable. Et là, deux solutions. Soit c'est le blocage permanent et c'est la crise permanente et ça peut être potentiellement très grave. Soit au contraire, c'est un gouvernement qui va expédier les affaires courantes. Et puis finalement, on pourrait peut-être vivre une situation un peu comme en Belgique quand ils ont fait 18 mois, me semble-t-il, sans dirigeants et qu'on s'est rendu compte que la Belgique tournait très très bien quand il y avait aucun chef d'État surtout pour s'en occuper, puisqu'ils ne font que des âneries, en ayant oublié le principe de base, d'abord ne pas nuire, primum non nocere, comme on disait en latin autrefois, et je me tais pour laisser la place à Philippe, parce que sinon, je vais jamais arrêter. Oui, Philippe, j'ai vu que vous étiez pas forcément d'accord avec l'idée de voir Macron s'allier aux Républicains comme une solution viable, en tout cas. Non, je pense que Macron est littéralement carbonisé. La nomination d'Attal, ça me va bien de dire que ça pourrait être mon fils. Mais je dirais que mon fils a fait plus d'études que Attal. Lui, au moins, il a terminé les siennes. C'est pas possible. Quand on est dans un pays qu'on prétend que ce qui compte, c'est la valeur travail, la méritocratie, et que vous amenez aux plus hautes fonctions quelqu'un qui n'a comme seule gloire et, et capacité que d'avoir pu faire face aux frais d'inscription à l'alsacienne et ensuite faire un passage en mode un peu touriste à Sciences Po. Quand on en est là, on peut pas s'allier, on peut plus s'allier avec le président de la République, dont on comprend très bien depuis le début qu'il ne nommera personne de compétent. Puisqu'il n'est pas question que quelqu'un paraisse plus compétent que lui ou plus brillant que lui. Même Édouard Philippe lui était devenu insupportable. Bon, il aura dû attendre un petit peu que les cheveux d'Édouard Philippe cessent de tomber. Et voilà, il était moins présentable, ça réglait le problème. Parce qu'on est aussi dans une société d'image. Enfin, c'est quelque chose d'assez incroyable. Aujourd'hui, quand on se demande qui influence la vie politique euh, du temps de l'Union de la gauche en 81, moi je l'ai bien connu et à l'époque je pouvais voter, qui s'exprimait, disons que plus ou moins à gauche, vous aviez des gens comme Bourdieu, en politique vous aviez des Rocard, côté droite vous aviez des Raymond Aron, enfin des gens qui étaient parfois académiciens, au minimum professeur émérite, non seulement dans les universités françaises, mais également à Harvard ou à Osaka. Et aujourd'hui, qui est l'influenceur? Une bimbo siliconée, un rappeur, un joueur de foot bien pensant. Enfin, est-ce qu'on mesure en fait que le vrai problème auquel on est confronté, c'est la chute abyssale du niveau général du pays, d'ailleurs qui se mesure dans les classements PISA, mais qui se mesure aussi dans la qualité du personnel politique. Enfin, je me souviens, il y a 4 ou 5 ans, l'avion présidentiel se pose à Pékin. Il y a Xi Jinping qui attend la délégation française, avec le vice-premier ministre qui a déjà gouverné une petite province de 80 millions d'habitants.
qui est d'ailleurs aussi général de réserve parce qu'il a aussi des compétences militaires, et de l'avion descend Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye. Enfin, c'est presque le Gorafi. Vous voyez, la France, hein, qui se voulait être la sixième puissance mondiale, qui est tombée à la huitième, qui est tombée au huitième rang, regardez qui on envoie négocier avec le pays industriellement le plus puissant au monde, les États-Unis. Ah, je pense que les États-Unis, c'est un autre problème. Les États-Unis, c'est eux qui nous dictent en fait notre diplomatie, qui nous dictent tout ce qu'on doit faire. Mais il n'y a pas un seul politicien français pour s'opposer à cela. Enfin, donc le problème, il est profond, c'est-à-dire que pour prendre des décisions, si j'ose dire, des décisions de qualité, pour redresser le pays, il faut aussi des gens de qualité. Et ça, on ne les a pas. Mais je suis absolument convaincu que plus personne ne voulait s'allier avec Macron parce que c'est allé droit dans le mur. Et je crois que c'est pas un secret, mais il était prévu que, quels que soient les bitouillages, les tambouilles politiques auxquels songeait Macron, le gouvernement aura été censuré à l'automne avec le prochain collectif budgétaire. Non, je pense pas qu'on pouvait recréer un nouveau front du centre parce que ce centre est tellement discrédité. Il s'est montré d'ailleurs tellement incompétent, tellement violent avec les Français. Et je parle d'une violence physique, sans parler de la violence des 49-3. Je crois qu'il y en a eu 22 dans la tronche des Français. Donc, non, je pense que c'était compliqué de s'allier. Et je pense même que il faudrait vraiment que les circonstances soient vraiment extrêmes pour que Raphaël Glucksmann, par exemple, veuille bien rejoindre Macron. Alors ça, c'est une de mes inquiétudes alors, dans un autre domaine, c'est qu'effectivement, si Macron veut masquer tout le gâchis qu'il a fait en entraînant la France dans la guerre, il ne faut pas qu'il s'allie avec l'extrême droite, hein. Il faut qu'il s'allie avec Glucksmann. Glucksmann, lui, il est prêt à y aller. Il est prêt à exécuter l'agenda des néoconservateurs américains. Bon, il se trouve que Macron est aussi un néocon, mais peut-être pas autant que Glucksmann. Donc, si la gauche se trouvait majoritaire au soir du premier tour, que Macron et Glucksmann se rencontrent, ce qui arrivera certainement. J'espère qu'ils ne vont pas discuter de la guerre avec la Russie, parce que Glucksmann, lui, sera pour, hein. Donc ça, c'est aussi un très grand danger. C'est peut-être pire encore que le danger d'appliquer un programme collectiviste inspiré de l'Union de la gauche de 81. Et en ce qui concerne la remise en cause de la propriété, je veux dire que Macron a déjà été très très loin. Charles et moi, on en a déjà discuté. Mais regardez, si vous êtes propriétaire d'un bien, tout ce que l'on vous impose aujourd'hui, pour moi, ce sont des atteintes à la propriété. Et si vous êtes patron d'une petite entreprise, je ne parle évidemment pas à nouveau de patron d'une multinationale qui fait 85% de son chiffre d'affaires hors des frontières de la France, regardez un petit peu ce que les directives européennes imposent à un petit patron. Donc, je dirais que Macron, c'était le pire de la gauche collectiviste et c'était le pire de la droite dans sa violence envers le peuple. Et quiconque rejoindra Macron sera d'accord soit pour poursuivre la violence contre le peuple, contre l'entreprise et contre le contribuable, et si c'est l'extrême droite, ben Macron, là, ça sera plus compliqué pour lui s'il a d'autres projets, parce on sent qu'il jouit quand il dit nous sommes en guerre. Hein, lui, il n'a jamais porté l'uniforme, il n'a pas d'enfants, mais manifestement, il est prêt à les faire mourir ou sacrifier les enfants des Français. Et je pense que si c'est l'extrême droite, il aura plus de mal à le faire. Voilà. Je pose ça. Oui, comment on explique finalement qu'aucun parti, personne ne remette vraiment profondément en question l'influence de l'Union européenne et de l'OTAN? Pas une question qui semble, on va dire, majeure dans le programme des partis.
C'est pourtant la question essentielle, la question fondamentale. Si on fait un tout petit peu d'histoire, alors bon, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pas connu, ou dans tout cas ils ne peuvent pas ou difficilement se souvenir. C'était le temps de Jacques Chirac, dernier président réellement de la République française à peu près souveraine. S'il y avait déjà plus, il y avait déjà l'euro, il y avait déjà plus là, on avait déjà plus notre pouvoir régalien de battre monnaie, mais nous n'étions pas retournés dans le commandement intégré de l'OTAN. Nous avions encore une partie de notre souveraineté sur le fait de pouvoir décider de la paix ou décider de la guerre. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je rappelle les 3 attributs de la souveraineté depuis que ça a été défini sous Philippe le Bel. Ça nous rajeunit pas vraiment et ça nous rappelle les cours d'histoire. Les 3 attributs de la souveraineté, c'est quoi? C'est décider des lois et les faire appliquer. D'accord? Donc c'est le pouvoir juridique, législatif, avec la capacité de police, c'est-à-dire de faire appliquer ces lois. Vous remarquerez que à partir du moment où 90% des lois sont de la transposition de directives européennes, le Parlement français est devenu une chambre d'enregistrement de directives européennes, donc nous n'avons plus la souveraineté au niveau de ce pouvoir législatif. Le deuxième attribut de la souveraineté, c'est la capacité à battre monnaie, c'est-à-dire de de décider de la quantité de monnaie, de décider si c'est le trésor, c'est-à-dire la banque centrale qui vous finance un déficit ou pas, si vous faites appel au marché ou pas, si vous faites un ajustement monétaire ou pas, si vous laissez filer l'inflation ou pas. Bref, votre souveraineté monétaire vous donne des outils d'ajustement. Faut pas dire n'importe quoi. Ces outils d'ajustement que vous avez une palette d'outils permettant des ajustements. C'est des outils qui ont toujours tous des conséquences plus ou moins agréables ou plus ou moins désagréables, mais c'est jamais encore une fois des repas gratuits. Nous n'avons plus cette souveraineté monétaire puisque c'est la Banque centrale européenne qui évidemment frappe monnaie à notre place. Et puis le dernier attribut de la souveraineté, c'est évidemment décider de la paix ou de la guerre. Et vous voyez bien que la guerre, aujourd'hui, elle est décidée par Ursula von der Leyen, qui s'arroge le droit de nous emmener vers la guerre avec la Russie ou pas, d'armer ou pas l'Ukraine, avec évidemment notre argent. Donc, le débat que vous évoquez en parlant OTAN, Union européenne, c'est évidemment un débat qui est absolument fondamental et essentiel. Mais vous voyez qu'on n'y est pas du tout aujourd'hui. On n'y est pas pour 2 raisons. La première raison, c'est que euh, la pression médiatique qui est profondément... alors les médias, aujourd'hui, sont clairement orientés vers l'Union européenne et vers l'appartenance à l'OTAN. Et donc, le seul discours véhiculé est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez le malheur de dire que la guerre en Ukraine n'est peut-être pas une bonne idée, vous êtes immédiatement qualifié de pro-russe, de traître à la nation, etc. Si vous dites que il faut faire un Frexit et envisager de sortir de l'Union européenne pour retrouver de la souveraineté et donc des marges de manœuvre, vous êtes un fasciste, un extrême, vous êtes un fou furieux et de toute manière, faut même pas vous donner la parole. Et donc, ce point de vue-là n'a tout simplement pas le droit de citer. Ce qui veut dire qu'au niveau de la population, vous avez une population qui aujourd'hui est objectivement totalement endoctrinée. D'accord? C'est-à-dire que le niveau d'information de la population française aujourd'hui, c'est un niveau d'information qui est comparable à la Pravda dans l'ex-URSS, avec une différence près, c'est que dans l'ex-URSS, les Russes avaient compris qu'on leur racontait des carabistouilles. D'accord? Donc, ils savaient qu'on leur racontait des âneries. Nous, on a encore l'illusion de la démocratie, de la pluralité de la presse et de la liberté de la presse. D'accord? En ce qui me concerne, par exemple, je ne me fais absolument aucune illusion sur le fait que je sers juste d'alibi
à la liberté de parole. C'est-à-dire que Sana peut raconter ce qu'il veut sur son site web. Vous voyez, on est bien en démocratie. Par contre, il n'y a aucune promotion qui en est faite. Vous êtes invité nulle part. Vous n'avez pas le droit de citer dans les médias. Votre point de vue n'est jamais reporté ou Mhm. rapporté, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le shadow banning, c'est-à-dire qu'on on vous montre pas, les algorithmes YouTube poussent pas vos vidéos, etc., etc. Enfin bon, voilà. Et donc, vous êtes complètement enfermé, complètement inaudible. Alors, je prends mon cas, mais il faut vite dépersonnaliser ça, c'est pas le sujet en fait. C'est le cas de toutes celles qui portent un discours complètement différent sur la notion de souveraineté, de démocratie, parce que si on réfléchit et qu'on va encore plus loin, dans quel cadre la démocratie peut-elle s'exprimer? Peut-il y avoir une démocratie européenne dans le sens de représentativité? Vous voyez bien que les Français, avec 80 députés européens dans un ensemble de 700 députés européens, on pèse rien, ce qui veut dire que le destin de la France n'est plus décidé par les Français. Ce qui veut dire que par définition, la démocratie directe française n'existe plus. Ça me pose un problème, pas un problème nationaliste, un problème démocratique, un problème constitutionnel. Je vous rappelle que la Constitution dit très précisément que la souveraineté est exercée par le peuple et pour le peuple. Enfin, c'est quand même extrêmement clair et donc on agit au mépris complet de même nos textes fondateurs et de notre propre constitution. Donc, oui, c'est un débat fondamental, mais vous voyez que c'est un débat qui, d'abord, peut difficilement avoir lieu parce qu'il y a une propagande médiatique, et puis qui peut difficilement avoir lieu aussi parce que c'est un débat finalement qui est devenu un débat d'experts alors qu'il devrait concerner la totalité de notre population dans toute sa diversité. Ça devrait être un sujet qui passionne les foules. Or, en réalité, les foules, comme le faisait remarquer Philippe tout à l'heure, préfèrent écouter des bimbos influenceuses siliconées avec des lèvres botoxées qui émettent depuis Dubaï, plutôt que de parler de la Constitution, des textes constitutionnels, de la vaccination non obligatoire mais rendue quasi obligatoire avec un pass sanitaire, qui était une insulte même à la Constitution française, qui, je le rappelle, dit que nul ne peut être forcé à faire ce que la loi n'ordonne pas. Je répète, nul ne peut être forcé à faire ce que la loi n'ordonne pas, ce qui veut dire que soit vous rendez la vaccination obligatoire par la loi, et à ce moment-là, vous forcez les gens à vous vacciner parce que la loi en a décidé ainsi. Vous pouvez critiquer la loi, vos représentants, etc., mais au moins d'un point de vue constitutionnel, c'est cohérent. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas mettre un pass sanitaire, le déclarer constitutionnel, alors que dans les faits, ça revient à sanctionner les gens, alors que pour ne pas faire quelque chose que la loi n'ordonne pas. Donc on est dans un délire absolu depuis plusieurs années. Et ce délire absolu, ce dévoiement complet de nos institutions, de notre constitution, de nos contre-pouvoirs, on peut le dater. Et on peut donner une date très précise, c'est l'accession au pouvoir de M. Macron, fossoyeur de ce qu'il restait, destructeur de ce qu'il restait, annihilateur de ce qui restait de la Constitution, des institutions, de l'esprit des lois et d'une nation qu'est la France. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une solution existe? Est-ce qu'un parti pourrait arriver et déconstruire ce qui a été bâti par Macron, Ce justement, serait plutôt reconstruire, Marie-Constance. reconstruire, oui. Est-ce que c'est possible, quoi? Alors, je vais être très clair. Après tout ce qu'on vient de dire, ça paraîtrait une contradiction énorme de dire qu'il y a peut-être un parti, un homme, je parle de l'homme hein, en tant qu'être humain, ça peut être aussi une femme ou même quelqu'un qui ne sait pas trop où il se situe entre homme et femme. Ça ne me pose aucun problème.
Mais il y a pas, on n'est pas arrivé au stade où on peut espérer l'émergence d'un homme ou d'une femme présidentielle. Donc, nous allons boire le calice jusqu'à la lie. Ça, pour moi, ça me paraît, y a aucun doute. Euh, L'alternative, donc, ça sera soit l'extrême droite, et je suis même pas sûr que M. Bardella acceptera de devenir à 28 ans Premier ministre, histoire de dire qu'il a réussi à atteindre le poste 6 ou 7 ans avant M. Attal. Euh, de toute façon, il ne pourra rien faire, donc les choses vont continuer telles qu'elles sont. Il y a pas de solution, même Mélanie qui Et en veut plus de tout ça, réinventer, on elle va. voit qu'avec tous les renoncements auxquels on a assisté ces derniers jours, euh, le programme du RN se rapproche de plus en plus d'ailleurs du programme de la Macronie. Quant à la gauche, je le répète, l'énorme danger, bon, effectivement, on donne un grand coup sur la tête des marchés, mais je pense que c'était prévu euh, avant enfin avant les législatives du 7 juin. Le truc était déjà préparé. Donc, on allait évidemment nous faire peur. Mais ce qui me fait encore plus peur, je le répète, hein, c'est qu'il y ait une alliance entre M. Glucksmann et M. Macron, parce que là, les deux se rejoignent vraiment sur le terrain de la guerre. Et là, on rentre dans quelque chose d'extrêmement grave. Alors qu'avec le RN, si M. Macron s'entend avec ses relais habituels via McKinsey, etc., dans le monde de la finance, pour effrayer l'épargnant français, c'est que de l'argent. Ça reste que de l'argent. Alors évidemment, personne n'a jamais osé faire ça depuis le début de la Ve République, mais c'est que de l'argent. Alors que avec la gauche, enfin pas la gauche, non, Monsieur Glucksmann ne représente absolument pas la gauche, naturellement. Mais il y a un vrai danger. Donc, enfin, je pense que ce qui ressort de ce qu'on vient de dire, c'est que ceux qui nous écoutent, l'épargnant, le salarié ou l'étudiant, ils se rendent compte qu'ils sont absolument tout seuls et que personne aujourd'hui ne défend vraiment leurs intérêts. Personne n'est capable de les mettre à l'abri des directives européennes qui nous tombent dessus. Et je rappelle d'ailleurs que pratiquement aucun texte de loi européen n'est voté par le Parlement. Enfin, c'est voté, c'est juste une chambre d'enregistrement. En fait, les directives émanent des commissions directement. Et il n'y a même pas moyen, si de ce coup au Parlement émergeait, ce qui n'arrive jamais, mais un consensus en se disant non, là quand même, il déconne un peu là, à la commission. De toute façon, on ne peut même pas censurer ce qui vient des commissions. Donc il y a déjà plus de démocratie au niveau de l'Europe. Mais quand je dis qu'il n'y en a plus, mais c'est à un point que les gens n'imaginent pas parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Parce que les médias, évidemment, ne leur disent pas. Si on faisait un reportage pour leur montrer comment une loi naît et comment elle vient être appliquée chez nous, quelle est sa trajectoire, les gens seraient horrifiés et voteraient contre l'Europe en se disant mais comment a-t-on pu laisser faire ça? Ben, on n'a pas laissé faire. On avait voté contre en 2005. Et puis il y a eu le traité de Lisbonne derrière où finalement on a acté le fonctionnement actuel de l'Europe. Donc, je le dis à ceux qui nous regardent, vous êtes absolument tout seul face à une machine énorme, une machine politique énorme, et vous êtes tout seul également face à une machine médiatique qui est totalement complice du système. Enfin, ça va paraître peut-être une énormité de dire que c'est 1984, mais c'est ça. Et l'opposant Goldstein, il est fabriqué par le système. Big Brother is watching you. Et c'était le cas avec le QR code du temps de l'apartheid sanitaire. Enfin, c'est une infamie totale. Et ce qui est incroyable, c'est que le Conseil constitutionnel l'a validé. Mais il fallait voir de quoi il était constitué, ce Conseil. D'un Laurent Fabius, et dont le fils est un des dirigeants, des principaux dirigeants de McKinsey, qui fait la politique de Macron. Enfin, on a vécu des choses incroyables. Mais comme personne ne propose de changer ça, qui a dit qu'il faudrait que Monsieur Fabius, éventuellement, soit invité à prendre sa retraite pour laisser placer un vrai
constitutionnaliste. Je ne demande même pas qu'on mette à la place un patriote, mais au moins quelqu'un qui respecte l'esprit de nos lois, de notre Constitution. Mais personne. Donc vous voyez bien que personne ne veut s'attaquer au vrai problème. Le vrai problème, c'est que maintenant, on est totalement dépendant d'une Europe qui n'a rien de démocratique. On est totalement dépendant des États-Unis qui nous dictent éventuellement à quelle guerre on doit participer, dans lequel on doit s'impliquer. Et on est totalement dépendant d'une BCE sur lequel le peuple n'a aucune prise, puisque la BCE ne rend compte à personne. Elle n'est comptable de ses erreurs devant personne. Donc, vous qui nous suivez, aussi bien Charles que moi et les autres rédacteurs des, des publications d'Agora, nous sommes tous, tout seuls, face à un système qui, vous l'avez compris, ne vous veut pas du bien, mais qui aujourd'hui a besoin de votre argent parce que le système, il est arrivé au bout. Et donc, bon, bah, la France a besoin de 50 milliards, c'est 100 milliards à l'horizon 2025. Donc vous comprenez bien que c'est game over et que personne ne veut assumer ou être celui qui met en place l'austérité. Hein, personne ne veut revivre le moment 1983 où d'un seul coup l'union de la gauche se fracture, où Monsieur Fabius remplace Monsieur Pierre Mauroy et on prend le virage de l'austérité. Personne ne veut évidemment assumer ça parce que c'est un suicide politique. Donc, ils en veulent à votre argent et tous vont être contraints d'aller le chercher, votre argent. Sinon, celui qui ne le fera pas sera accusé d'avoir plongé la France dans le chaos, d'être responsable de qu'il arrive à la France, ce qui est arrivé à la Grèce il y a 12 ans. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Donc, que ce soit la gauche ou la droite, extrême ou pas extrême, ils vont venir vous piquer votre pognon. C'est une certitude. Voilà, donc comment est-ce qu'on se protège de ça? Moi, je pense qu'il faudra on en discute un tout petit peu, Charles et moi, peut-être faire un petit ping-pong pour voir quelles sont les meilleures solutions. Ceux qui me connaissent et qui nous suivent savent que moi, je suis partisan d'essayer d'être le moins exposé aussi peu que possible aux actifs en euros, parce que l'euro a un vrai problème. Alors aujourd'hui, le problème, c'est la France. Mais demain, ça sera son manque de croissance, ses excès de dette et éventuellement une guerre sur son sol. Enfin, si l'Europe rentre en guerre, il y aura des destructions absolument épouvantable. C'est ça la guerre, hein. Mais les Américains, leur visage sans sourciller. Hein. Ils ont déjà fait, je ne sais, ils ont déjà orchestré je ne sais combien de guerres chez les autres, en pensant toujours que ça ne viendra jamais chez eux. Et les États-Unis sont prêts à sacrifier des millions d'êtres humains dont ils ne connaissent pas pour conserver encore un petit peu leur leadership sur le monde. Et s'il faut sacrifier quelques dizaines de millions d'Européens, je me demande si certains néoconservateurs complètement extrêmes, alors là, pour le coup, on a affaire à des extrêmes, si ceux-là n'envisagent pas effectivement que, après avoir déjà sacrifié 5, 600, 700 000 Ukrainiens, je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'on ne sacrifierait pas un peu plus d'Européens s'ils sont assez stupides pour embrasser les mots d'ordre guerriers d'une Ursula von der Leyen ou d'un Macron qui ne cesse de nous dire depuis 5 ans, nous sommes en guerre. Mais c'est à croire que c'est la seule chose qui lui manque pour se sentir exister. C'est que les autres cessent d'exister, en fait, pour que lui se sente exister. Mais enfin, on est dans quelque chose qui touche à la psychanalyse. Mais nous, en tant que citoyens, on n'a pas envie d'envoyer nos enfants mourir sur un front russe pour enrichir des marchands d'armes américains. C'est clair. Et aujourd'hui, donc, je pense qu'il faut être en capacité de faire face à des scénarios extrêmes et qui ne seront pas dus aux extrêmes. C'est des scénarios extrêmes qui sont liés à ce qu'ont fait ceux qui se prétendent être du camp de la raison.
Et donc, parmi les solutions que moi je propose, bah, c'est déjà d'avoir une sorte de filet de sécurité avec de l'or, de l'argent. Et l'immobilier, malheureusement, me paraît pas répondre à un impératif de protection parce que bah, l'immobilier peut éventuellement vous protéger contre l'inflation, mais aujourd'hui, c'est pas ça le cœur du problème. L'immobilier, par exemple, du point de vue de la gauche, c'est quelque chose qu'il faut taxer indéfiniment. Voilà. Donc, avec Charles, je pense qu'on va essayer de faire un petit tour d'horizon des solutions pour échapper à l'impôt. Bah, on pourra difficilement y échapper, hein. Si c'est l'augmentation de la fiscalité sur l'immobilier, on est mort, hein, c'est clair. Mais il y a peut-être d'autres solutions pour rendre son patrimoine un petit peu moins vulnérable à la rapacité, je dirais pas du futur gouvernement, mais des créanciers de la France. Parce que c'est eux qui vont exiger qu'on les rassure. Hein, on va demander à la France qu'elle apporte la preuve qu'elle peut rembourser sa dette. Donc voilà, ce sont les créanciers, nos créanciers et les créanciers de l'Europe qui, dans leur ensemble, dictent ce qui doit être fait. Et donc l'Europe est un exécuteur, en fait, des volontés des créanciers. Le vrai problème, le fond du problème, il est là. Est-ce que C'est vous à ce- conseillerez vous aussi, Charles, de sortir son argent de la zone euro et éventuellement peut-être d'investir sur les marchés américains ou autres? Alors, je pense que c'est une bonne idée en termes d'exposition, à moins d'avoir des comptes cachés à l'étranger, ça vous protégera pas de la rapacité fiscale. Donc, je pense que c'est important de se rendre compte, de bien mesurer les différents risques. Et donc, ça vous protège d'un risque très justement évoqué par Philippe, hein, les risques de la croissance en Europe, risque d'une crise énergétique qui n'en terminera pas de durée, risque d'explosion même de la zone euro, risque monétaire, etc. Donc, pour tout ça, avoir des actifs, par exemple, libellés en dollars, c'est une, à mon sens, excellente idée. Donc, ça peut protéger d'un certain nombre de risques, et pas des moindres, que je viens rapidement de vous lister là. Ça vous protégera pas de la fiscalité si vous faites ça en France sur des placements évidemment dûment déclarés. Ce que l'on ne peut que conseiller publiquement à tous ceux qui nous écoutent, surtout respecter la loi. Payez bien vos impôts jusqu'au dernier centime d'euro. L'État a besoin de vous. Voilà. Donc voilà pour un premier partage de réflexion à ce sujet-là. Euh, il y a plusieurs risques. Donc Philippe a beaucoup évoqué la guerre. Il a raison, Philippe, d'évoquer la guerre. Il a raison d'évoquer la géopolitique et il a raison d'évoquer le mobile profond de tout ce que nous vivons, qui est la volonté de leadership et d'hégémonie sans partage des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas du tout nos alliés. Ils sont nos maîtres et nous ne sommes pas leurs alliés, nous sommes leurs vassaux. Donc il faut poser les bons mots sur les choses et les situations. C'est très vieux. François Mitterrand disait dans son dernier ouvrage écrit par Benamou, me semble-t-il, les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre. Une guerre sans mort apparent, mais une guerre à mort. Et elle est en guerre avec les Américains, et les Américains sont voraces. Voilà. Ils sont voraces, ils sont terribles. Et donc aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, pour dominer, ont besoin de deux choses. D'abord, ils ont besoin de faire dérailler la Chine, qui représente une menace existentielle désormais pour leur leadership, puisque la Chine, qui était un pays émergent, est un pays qui a définitivement émergé. Tous ceux qui sont allés mettre un pied en Asie et en particulier en Chine ont bien compris à quel point Roissy-Charles de Gaulle est un aéroport départemental vis-à-vis de ce qu'on peut avoir
en Chine ou la gare de Lyon est une gare même pas régionale par rapport à ce qu'on peut trouver désormais en Chine. Euh, donc là aujourd'hui, c'est une menace existentielle. Donc ils cherchent bien évidemment à faire dérailler, la Chine, à faire dérailler la Russie de Poutine pour d'autres raisons. C'est que la Russie de Poutine est le principal lieu de ressources naturelles, la principale réserve de ressources naturelles dans sa globalité, toutes ressources confondues. De toute manière, vous prenez la carte, vous allez sur Google Maps, vous zoomez sur la Russie, allez vous amuser à regarder ce qui se passe en Sibérie, un truc immense comme je sais pas combien de fois la France. Regardez les petites, vous verrez, quand on regarde par les images satellites, c'est fascinant. Vous allez voir les petites exploitations, les mines, les carrières. Et puis, alors, vous avez des petits points comme ça où on est en train d'exploiter une partie des ressources. Et puis, quand vous voyez l'immensité qu'il y a autour, ça vous donne bien entendu un aperçu des réserves immenses sur lesquelles les Russes sont assis et avec ce très méchant Vladimir Poutine qui ne veut pas partager ses ressources aux conditions exigées par le grand capital américain, c'est-à-dire à gratuit pour eux, pour qu'ils puissent le refacturer très cher aux autres. Bon. Donc, une fois qu'on a compris le mobile, à savoir que ce sont les modalités de partage des ressources naturelles russes sur lesquelles les États-Unis ne sont pas d'accord. Et c'est la contestation de l'hégémonie américaine par la Chine qui ne peuvent pas être acceptées par les États-Unis. Vous avez compris pourquoi vous avez une guerre par proxy en Ukraine et pourquoi vous allez avoir prochainement une guerre par proxy à Taïwan. Voilà. Donc, et d'ailleurs, Xi Jinping, le président chinois, a déclaré, je crois hier, que les Américains faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour pousser la Chine à faire la guerre à Taïwan. Pour pousser la Chine à faire la guerre à Taïwan, c'est politiquement totalement incorrect, mais nous avons tout fait pour pousser la Russie à faire la guerre à l'Ukraine. Il n'en demeure pas moins qu'au bout du compte, c'est bien Poutine qui a appuyé sur le bouton et bien mal lui en a pris. Mais enfin, en tout cas, on a tout fait pour rendre les accords de Minsk intenables, etc. Bah, on va pas refaire l'histoire, mais en tout cas, c'est bien plus compliqué que ça. Et que ce qu'on peut vous dire dans les médias otaniens et pro-guerre. De la même manière, on avait poussé Saddam Hussein à envahir le Koweït. D'accord. Et on retrouve les Américains. Il faut savoir quand même que avant d'envahir le Koweït, Saddam Hussein appelle Washington et dit bon, moi je suis très très fâché contre les Koweïtiens, donc j'ai envie d'aller les envahir. Si je les envahis, quelle sera évidemment la position des États-Unis d'Amérique, ce à quoi il a été répondu à Saddam Hussein, on s'en lave les mains, faites ce que bon vous semble, ça ne pose aucun problème aux États-Unis d'Amérique. Saddam Hussein a envahi le Koweït et nous avons eu la première guerre du Golfe basée sur un mensonge, puis la deuxième guerre du Golfe basée sur un mensonge également qui était, souvenez-vous, les armes de destruction massive et Colin Powell qui arrivait à la tribune de l'ONU pour dire « Oh, regardez, avec un petit flacon comme ça, je vais empoisonner le monde entier, Saddam Hussein va tous nous tuer, on va tous mourir, Poutine est un méchant, il va tous nous tuer, on va tous mourir, Xi Jinping est un méchant, on va tous mourir, ils vont tous nous tuer. Nous sommes le camp du bien et donc, pour assurer la paix, faisons la guerre. » Et je reboucle avec ce que disait Philippe tout à l'heure sur ces 1984. Vous ne pouvez pas, mais pour ça, il faut un petit peu de culture. Et dans un monde de bimbo siliconé à Dubaï, c'est compliqué de parler d'un peu de culture, mais pourtant, faisons-le encore et encore, inlassablement, même si parfois c'est un petit peu dans le désert. Vous avez des inversions sémantiques qu'on ne peut pas ne pas voir. On vous explique que faire la guerre en Ukraine, c'est pour assurer la paix en Europe. On vous explique que quand vous n'êtes pas d'accord, on va vous faire de la pédagogie. D'accord ?
Ça, c'est un truc de Macron depuis 7 ans. On fait de la pédagogie. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord, c'est pas que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes trop con et que vous avez toujours pas compris ce qu'on essayait de vous expliquer. Donc on fait de la pédagogie. Donc on fait de la pédagogie avec les non-vaccinés, hein. On leur explique pourquoi il faut qu'ils se fassent vacciner. Puis comme ils sont toujours pas d'accord parce que vous leur apportez pas d'arguments à part le fait qu'il faut absolument qu'ils aillent se faire, qu'ils aillent à Picouza se faire picouser, eh bien on vous arrête avec la pédagogie. Hein. On arrête avec la pédagogie, ça suffit, la pédagogie ça marche plus. Donc là maintenant ça, il y en a marre. Hein. On a fait preuve de suffisamment de patience, nous les grands démocrates. Hein, on a essayé de faire preuve de pédagogie. Et donc, on vous envoie la brave M et ses flashballs quand vous êtes gilet jaune et que vous comprenez toujours pas la démocratie. On vous envoie le pass sanitaire quand vous comprenez toujours pas la démocratie. Et on vous envoie faire la guerre en Ukraine quand vous comprenez toujours pas que pour avoir la paix, il faut d'abord aller mourir et envoyer vos enfants se faire tuer. Ce que disait Philippe sur on envoie les enfants des autres, mais c'est toujours la même chose. Hein. C'est on envoie toujours les enfants des autres se faire tuer et on fait toujours des dépenses avec le pognon des autres. Il faut bien comprendre ça. C'est toujours avec les ressources des autres. Que ces ressources soient la vie des autres, ou que ces ressources soient l'argent des autres, ou que ce soit le patrimoine des autres, ou le capital des autres. Et ce que je vais vous dire là est, à mon sens, quelque chose que tout le monde doit avoir en tête dans ses réflexions, dans sa capacité de penser, dans sa manière d'analyser ce que nous vivons, ce que nous vivrons et ce que nous avons vécu. Parce que c'est une constante historique. Philippe et moi, on peut commettre des meurtres, on peut commettre des assassinats. Si on était très 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 méchant, on peut se procurer des kalachnikovs, quelques chargeurs, aller au Bataclan, tuer 80 personnes. Évidemment, c'est pas une incitation à quoi que ce soit, vous avez bien compris. Et c'est d'une infinie tristesse. Et je pense à chacune de ces victimes. On peut prendre un camion, rouler dans une foule sur la promenade des Anglais, écraser et tuer 80 personnes. On peut assassiner le voisin. Ce que je veux vous dire, c'est que par nature, par essence, par capacité, nos meurtres, aussi abjects soient-ils, les meurtres d'un homme sont limités en quantité. Même un assassin en série tue rarement plus de 100 personnes. En réalité, j'ai cherché un petit peu, j'ai regardé, je n'ai pas trouvé d'exemple de criminels, d'assassins ayant tué plus de 100 personnes, mis à part les attentats du 11 septembre, où il y a 3500 morts dans les tours du World Trade Center, mais comme il y avait plusieurs otages, comme il y avait plusieurs preneurs d'otages et terroristes, si on divise par le nombre de 2 avions, 5 terroristes par avion, etc., finalement, là aussi, on a un nombre limité de morts par individu. En revanche, quand vous avez Staline et ses 80 millions de morts, c'est pas limité. Quand vous avez Adolf Hitler et ses 6 millions de morts, c'est pas limité. C'est illimité. Et quand vous avez Pol Pot au Cambodge, quand vous avez la grande marche et le grand bond en avant en Chine qui se transforme en grand bond en arrière dans les fosses communes, quand vous avez les Hutus et les Tutsis, quand vous regardez l'histoire du monde, vous vous rendez compte qu'un individu a des capacités limitées à tuer et que les grands massacres sont toujours le fait des États. Les grands génocides sont toujours le fait des États. Les plus grands meurtriers, les plus grands assassins sont les États. Et demandez aux millions, aux centaines de milliers d'Irakiens morts lors de l'exportation bienveillante de la démocratie américaine pendant la Première Guerre du Golfe, pendant la Deuxième Guerre du Golfe, pendant l'occupation de la Troisième Guerre du Golfe, demandez-leur si ce qui est plus dangereux, c'est un assassin individuel ou un État. Je pense que nous avons suffisamment d'exemples pour dire attention, les États sont les principaux assassins.
Et nous vivons une époque, nous sommes dans une période où vous voyez cette terrible tentation des États de revenir, de redevenir ce qu'ils sont, c'est-à-dire des prédateurs intrinsèques commettant des génocides mondiaux. Euh, La Première Guerre mondiale a été un génocide mondial. La Deuxième Guerre mondiale, un génocide mondial. Ce sont des guerres qui mangent les hommes par millions. Mais c'est nous, les hommes, qui sommes mangés. C'est nos enfants qui sont mangés. C'est notre argent qui est mangé. D'accord? C'est jamais l'argent des riches. Et je redonnerai la parole juste par cette citation à mon camarade Philippe. On croit mourir pour la patrie et on meurt en fait pour les intérêts des industriels. Et on pourrait rajouter, parce qu'elle n'est pas de moi, mais ça c'est de moi, et on meurt pour les intérêts des industriels américains. Philippe, tu voulais réagir? oui, pour illustrer les propos de Charles, l'État génocidaire, euh, ça a été avoué, et ça a même été dit avec le sourire par Madeleine Albright, qui était la secrétaire d'État américaine à l'époque de la guerre du Golfe, la première. Et face à une journaliste, alors tout ça, tout le monde était bien habillé, tailleur Chanel, etc., magnifique décor. Et on vient à parler des 400 000 enfants morts en Irak. Et quand même, c'est un chiffre, 400 000, hein. Et la journaliste demande à Madeleine Albright, mais quand même, l'intervention américaine, ça s'est soldé par la mort de 400 000 enfants. Est-ce que est-ce que c'est pas quand même un petit peu, ça fait pas un peu tâche? Et Madeleine Albright a répondu non, je pense que rétrospectivement, ça en valait la peine. C'est-à-dire que du point de vue des intérêts américains, 400 000 enfants, c'était vraiment quantité négligeable. Alors, en ce qui concerne la menace principale, évidemment, c'est qu'on fasse toutes les bêtises que les Américains nous recommandent, hein, donc c'est-à-dire s'impliquer davantage dans la guerre en Ukraine. Vous remarquerez également que ce sont les États-Unis qui font pression sur l'Europe pour qu'on confisque les avoirs russes. Parce que figurez-vous qu'eux, ils veulent pas le faire. Ils sont pas fous. Si eux, ils confisquent les avoirs russes, tous les pays qui se disent, mais si demain les Américains pensent que nous sommes les méchants, et ils vont aussi nous confisquer nos avoirs. Donc je veux plus détenir un dollar, parce que si on me confisque mes dollars, je vais pas prendre le risque. Donc les États-Unis veulent que ce soit les Européens qui fassent le coup. Et le jour où l'Europe confisque les avoirs russes, vous verrez disparaître les avoirs chinois, brésiliens, tout ce que vous voulez. Hein. Alors, j'ouvre une petite parenthèse à propos de la Chine. C'est que si vraiment l'Europe s'implique dans la guerre en Ukraine, il y a quand même peut-être 150 pays aujourd'hui qui n'ont pas la même lecture du conflit russo-ukrainien que celle qui nous est vendue par les États-Unis, celle que les Français doivent croire sur parole. Il y a 150 pays environ qui voient les choses tout à fait différemment, qui ont vu l'OTAN avancer vers les frontières russes, les Américains manquer à leur parole vis-à-vis de la Russie, notamment sur les États baltes. Bon, la Russie n'a pas bougé. Et il y avait quand même une ligne rouge, c'était l'Ukraine, et les États-Unis l'ont franchie. Il n'y a que pour trouver ça tout à fait naturel, mais il y a 150 pays qui n'ont pas oublié que les États-Unis et leurs alliés s'étaient engagés à ne pas inclure l'Ukraine dans l'OTAN. C'est connu de tout le monde, sauf peut-être de ceux qui nous regardent. Enfin, non, ceux qui nous regardent le savent, mais si ils se fient à ce qu'on dit dans nos médias, évidemment, ils ne peuvent pas le savoir ni le comprendre. Et donc, si l'Europe s'implique davantage dans le conflit, et donc on se retrouve en fait à faire la guerre hein, pour le compte des Américains, il faut dire les choses comme elles sont, ben, les Chinois considèrent que du point de vue du droit international, il y a une violation de toutes les règles. Bon, la confiscation des avoirs russes serait également une violation flagrante des règles et les plus hauts officiels chinois, c'est pas Xi Jinping qui s'est exprimé, mais le personnage le plus légitime pour le faire, ministre des Affaires étrangères, porte-parole du Parti communiste, etc., pour dire que
les Occidentaux se comportaient comme des voyous vis-à-vis du droit international, et que si donc ils vont s'impliquer dans la guerre en Ukraine, la Chine, à ce moment-là, se tiendra aux côtés de la Russie. Mais la Chine n'enverra pas, évidemment, un seul soldat. Elle fera même en sorte que ça ne se voit pas trop si elle fournit des armes à la Russie. Par contre, ce que la Chine peut faire, si l'Europe fait les bêtises que les États-Unis leur demandent de commettre, les Chinois n'enverront pas un missile. Par contre, il est plus efficace, ils n'enverront plus un conteneur à nos industriels. Et là, peut-être que on commencera à négocier. Voilà, voilà ce qui pourrait se passer. C'est pour moi une des hypothèses euh, les plus positives. C'est-à-dire que si l'Europe fait des bêtises, les Chinois ont les moyens de nous faire arrêter. Ils arrêtent de nous envoyer du matériel, des pièces détachées, et l'économie européenne et américaine s'arrête. Voilà. Aller fabriquer des armes sans les composants chinois. Voilà. Donc je disais ça, c'est pour faire pour essayer d'élargir un petit peu et voir ce qui peut se passer. Sinon, dans quoi investir ou quoi faire? Je pense que ceux qui nous suivent ont bien vu ce qui va émerger de cette discussion. On a bien compris qu'il s'agit bien d'une guerre des ressources et que les États-Unis voudraient mettre la main sur les ressources russes. Ce qui leur permettrait d'affaiblir les Chinois, parce que les Chinois, sans les ressources minérales et énergétiques russes, ils seraient évidemment dans une situation très inconfortable. Hein. Donc on comprend bien qu'à nouveau, on est dans cette thématique d'une guerre, alors que quel que soit son caractère de billard à trois bandes, ce qui est visé, c'est le gaz, le pétrole et toutes les ressources, terres rares, métaux industriels indispensables, le titane par exemple, hein, sans titane, pas de train d'atterrissage pour les avions, pas de rigidification des structures, fuselage ailes, plus de blindés, enfin je ne vais pas vous décliner tout ce qu'on fait avec du titane et dont les États-Unis, dont la Russie détient 50% des réserves. Donc, si on est bien convaincu que cette guerre, à nouveau, est une guerre pour le contrôle des richesses, et Lindsey Graham, qui est un des chefs de file républicains, a aussi fait cet aveu absolument extraordinaire. Et moi-même, j'ai dû, après ça, si vous voulez, relire sa déclaration. Il dit que l'Ukraine, ça représente 10 à 12 000 milliards de dollars de richesse aux yeux des Américains. Il ne voudrait pas que les Russes mettent la main dessus. Mais l'Ukraine n'est-elle pas un État souverain qui devrait pouvoir disposer de ces 12 000 milliards de richesses? Parce que l'invasion du Donbass, les Russes, c'est pas spécialement pour mettre la main sur l'ensemble du territoire ukrainien. Je pense qu'on l'a un petit peu compris. Si le front est figé depuis 2 ans et demi à l'est du Dniepr, alors qu'on pense que les Russes ont quand même les moyens d'aller effectivement beaucoup plus à l'ouest, c'est que leur but n'est pas forcément effectivement de mettre la main sur ces richesses qui par contre intéressent les Américains et ils l'avouent eux-mêmes. Donc moi je suis de plus en plus convaincu, puis ceux qui me suivent le savent, je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux matières premières et que tout ce à quoi on assiste, c'est à nouveau une tentative des Américains de contrôler le gaz, le pétrole, les prix, bien sûr, des céréales, parce que l'Ukraine est quand même un des leaders mondiaux. Donc, si les États-Unis arrivent à contrôler l'Ukraine, ils contrôleront le prix des céréales à l'échelle mondiale. C'est quand même une des pièces du puzzle qui leur manque pour être totalement hégémonique. Et puis, bien sûr, il y a les ressources russes. Donc, si vous êtes convaincu qu'on est bien dans, à nouveau, une guerre pour le contrôle des ressources, ben, il faut posséder ces ressources. Il faut investir dans des valeurs minières, il faut investir dans des entreprises pétrolières qui ont des concessions. Voilà comment moi je voudrais essayer d'insensibiliser mon patrimoine à une éventuelle correction boursière qui, à mon avis, va pas tarder à se produire. Aux États-Unis, ils se sentent tout beau en ce moment parce que, comme il y a le chaos un peu en Europe,
tout l'argent s'est barré. Hein, le lundi 8 juin, l'argent a commencé à traverser l'Atlantique en direction de Wall Street, donc phénomène de vase communicant. L'Europe, les indices européens commencent à baisser. Comme par hasard, derrière, vous avez 7 records consécutifs pour le Nasdaq. Donc, c'est évident que l'argent est parti d'Europe pour aller aux États-Unis. Mais vous pensez que les États-Unis vont faire les beaux longtemps avec leur Joe Biden? Vous pensez que Biden va aller au bout de sa campagne? Vous pensez que Biden va affronter Donald Trump lors d'un débat? Déjà que Trump saura peut-être même pas trouver où est sa chaise. Et une fois qu'il sera assis dessus, peut-être qu'il se retournera pour regarder un caméraman. Euh, Imaginez ce qui va se passer aux États-Unis et à Wall Street si d'un seul coup on se dit bon bah non bah, Biden là manifestement bon tout le monde a compris qu'il il peut pas gouverner le pays. Donc on va se poser aujourd'hui des questions de savoir mais qui gouverne? Parce qu'on comprend bien que c'est pas Biden hein, depuis probablement même 2022. Donc euh, qu'est-ce qui va se passer à Wall Street le jour où d'un seul coup on se dit aïe 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 quel démocrate pour affronter Trump, et si c'est Trump, qu'est-ce qui se passe, etc. Wall Street n'aimant pas plus l'incertitude que celle qu'on observe en Europe, le jour où Biden n'est plus le candidat démocrate, je pense qu'on va assister à une sacrée secousse à Wall Street. Je pense que tous les secteurs seront touchés, à commencer par l'IA, qui est une véritable folie. Il faut savoir que Nvidia se paye 25 fois son chiffre d'affaires estimé et avec des espoirs démesurés. Hein. Donc, dans la meilleure hypothèse, Nvidia se paye 25 fois son chiffre d'affaires. Aucune valeur ayant le rang de première capitalisation planétaire ne s'est jamais payé plus de 5 fois son chiffre d'affaires. Nvidia en est à 25. Donc, c'est au carré. Donc, on est dans un risque de crack au carré. Et pour des raisons également politiques. Moi, le seul secteur que je ne vois pas s'effondrer, s'il y a des turbulences politiques en Europe et aux États-Unis, c'est le Sur les marchés. secteur des matières premières et des valeurs minières. Voilà, donc bah, vous détenez des actifs qui seront alors libellés en livres sterling, parce que la plupart des mines sont cotées à Londres, beaucoup sont cotées aux États-Unis, au Canada. Bon, bah voilà, enfin, en investissant là-dedans, vous détenez indirectement, évidemment, autre chose que de l'euro. Alors vous me direz, oui, mais alors je m'expose sur le dollar ou je m'expose sur le dollar canadien, qui sont pas, qui pourraient très très bien eux aussi commencer à partir en vrille. Je dis, ah non, non, parce que là, ce qui compte, c'est la vraie valeur des réserves, la vraie valeur d'actifs des mines. Donc, si vous avez le dollar canadien qui perd 10%, je suis convaincu que la mine cotée à Toronto, eh ben, son cours va passer de 40 à 44 dollars, ou de 100 à 110 dollars, ou de 1 dollar à 1,10 $. C'est la valeur d'actifs de l'entreprise qui va vous protéger de l'éventuelle volatilité du dollar et de la livre. Je n'ai pas envie spécialement de détenir ni de la livre ni du dollar dans les circonstances actuelles, mais je pense qu'en détenant des actions, moi je pense que ce n'est pas trop un problème de savoir qu'est-ce que vaudra le dollar à la fin de l'année. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vaudra cette mine. Et ce D'accord. qui Donc, compte, c'est sa vraie valeur. Et vous imaginez bien que si on a un conflit qui se généralisait sur le territoire européen et que la Chine cesse de nous livrer, imaginez, nous, il va falloir qu'on trouve des matières premières. Alors, on ne les trouvera plus en Russie parce que là, ils ne nous livreront plus 1 mètre cube de gaz ni de pétrole, alors qu'on en achète encore beaucoup. Imaginez la pénurie qui va se produire si d'un seul coup, les Chinois s'en mêlent. Donc, dans toutes les hypothèses, je pense que les valeurs minières et les matières premières sont un actif à détenir. Donc, les matières premières au travers éventuellement des ETF et les matières premières au travers des conglomérats miniers. Et peu m'importe que ce soit des Australiens, des Canadiens, des Américains ou pourquoi pas des Péruviens. c'est un des meilleurs moyens de se diversifier finalement les matières premières et les minières, etc. Bah, je pense qu'aujourd'hui, c'est la thématique. On est probablement dans une guerre. Alors qu'on nous vend, bien sûr, de façon fallacieuse comme étant la démocratie contre le totalitarisme russe, mais la réalité, on l'a bien vu avec l'Irak et tout ce qui a suivi. Même la Libye, hein, c'était une guerre
pour maintenir la prédominance du dollar, puisque M. Kadhafi envisageait de créer une sorte d'États-Unis des pays d'Afrique avec leur propre monnaie, qui aurait été un concurrent du dollar et du franc CFA. Je peux vous dire que tout s'explique très très bien hein, quand vous vous dites, est-ce que ce n'est pas pour maintenir le rôle hégémonique du dollar et pour garantir aux États-Unis d'avoir toujours l'accès aux matières premières comme ils le veulent et comme ça les arrange. Voilà. La diversification, oui, c'est comme ça que je la vois. Et Charles, est-ce que vous auriez peut-être un dernier conseil à apporter à nos auditeurs aujourd'hui qui sont Alors, aussi... ce que dit Philippe est tout à fait juste et je partage complètement son analyse et ses conseils. Juste d'autres petits éléments de réflexion à partager avec tous nos spectateurs et auditeurs. Euh, Ayez toujours à l'esprit le fait de réfléchir à l'inverse de ce qu'on vous incite à faire. Donc, quand l'État vous dit, ah, pour être RSE, surtout n'achetez pas de pétrolière, c'est pas bon pour le bilan carbone. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est vraiment le truc de demain. Eh bien, votre argent sert de contrepartie aujourd'hui aux grosses mains quand vous investissez sur l'intelligence artificielle pour qu'elles puissent vous vendre à prix d'or des trucs qu'elles avaient mis dans leur portefeuille au tout départ et donc vous servez de contrepartie sur les prises de bénéfices dans le secteur de l'intelligence artificielle et ce que disait Philippe sur le fait que il allait peut-être y avoir une grosse correction, une méchante correction parce que l'intelligence artificielle, c'est totalement évidemment bullesque aujourd'hui. C'est fort probable, mais on fait quelque part, c'est séduisant d'y aller puisque tout est fait pour que vous soyez séduit par le fait d'investir dans l'intelligence artificielle. Rien n'est fait pour que vous soyez séduit par le fait d'investir dans des compagnies pétrolières. Je préfère investir dans une compagnie pétrolière que dans un chat GPT qui aujourd'hui sait rien faire du tout à part les copies bien médiocres des gamins qui veulent pas travailler ou des salariés qui veulent essayer de se faire leur boulot par un robot qui n'arrive même pas à programmer. Donc j'ai, voilà. Première réflexion, n'allez pas forcément là où on vous dit d'aller. Ensuite, Philippe a parlé du risque politique aux États-Unis, de la campagne présidentielle de Joe Biden, etc. Là aussi, il pointe un risque qui est très important pour les semaines et les mois à venir aux États-Unis et donc pour les marchés américains. Ça veut dire que celui qui achète des actions aujourd'hui, alors c'est compliqué hein, parce que vis-à-vis par rapport aux élections françaises, il faudrait se positionner peut-être maintenant, mais par rapport aux élections européennes, américaines, excusez-moi, il y a quelques mois encore à attendre, donc on est peut-être trop tôt et on risque de rentrer trop tôt sur les marchés américains. Bon, moi c'est pour ça que j'avais fait un petit dossier stratégie, enfin pas un petit dossier d'ailleurs, un gros dossier stratégie consacré à l'investissement en bourse parce que je partage exactement l'analyse de Philippe en disant que les actions peuvent protéger et elles peuvent protéger dans deux cas. Elles peuvent protéger quand enfin dans plusieurs cas, mais là on va s'intéresser à deux cas. Le premier cas, c'est effectivement le risque européen, d'accord? On a un risque spécifique en Europe, donc mieux vaut détenir des actifs avec des entreprises qui ont des usines aux États-Unis plutôt que des usines en Ukraine qui risquent d'être bombardées, plutôt en dollars que en euros, etc., etc. Donc ça, on a bien compris que les actions pouvaient être une bonne diversification et c'est beaucoup plus facile que d'acheter du dollar d'aller prendre des billets, de les mettre dans une mallette et de mettre la mallette dans un coffre. Bon, donc ça on l'a compris. Bon, puis ça se négocie immédiatement. Vous pouvez le faire en ligne, etc., etc. Donc tout ça, ça se fait facilement. On a bien compris. Le deuxième cas, c'est l'inflation.
C'est-à-dire que si vous regardez la progression des grands indices qui sont dans les pays où il y a beaucoup d'inflation, alors au hasard, je vais vous prendre la Turquie, l'Argentine et le Venezuela. Si vous prenez les trois indices de référence de ces trois pays, donc de ces trois places boursières, eh bien, vous vous rendez compte que les actions explosent à la hausse de manière quasi infinie. Alors, c'est pas les actions qui montent, hein, c'est tout simplement des actions qui sont une protection contre l'inflation, et donc elles arrivent globalement à suivre l'inflation. Donc, les actions peuvent être une diversification très intéressante si on anticipe de l'inflation. Et pourquoi je vous parle de ce deuxième cas où les actions sont une diversification intéressante? Parce qu'une protection intéressante, c'est que si vous avez, et Philippe l'évoquait tout à l'heure, des tensions qui s'exacerbent entre la Chine et on va dire les États-Unis, donc les pays membres de l'OTAN, qu'on n'est plus livré, que les containers ne sont plus envoyés, ce que je partage totalement évidemment l'analyse de ces mesures de rétorsion prévisibles de la part de la Chine, qui ne va pas envoyer des missiles atomiques, mais qui va arrêter d'envoyer évidemment des containers de toutes les chinoiseries, qui alimentent à peu près la totalité de nos magasins et donc qui irriguent quasiment toute notre consommation et notre commerce. Eh bien, vous allez vous retrouver avec des pénuries majeures, massives. Fini les godasses, fini plus de chaussures à mettre aux pieds, fini les baskets à 15 euros, terminé les fringues à pas cher et la mode à petit prix de chez Kiabi, d'accord. Fini les rayons entiers de Decathlon à fond la forme, mais avec des containers chinois, d'accord. Terminé tout ça. Et donc, là, vous avez des pénuries considérables. C'est-à-dire que si vous avez aimé le choc inflationniste lié à la guerre en Ukraine, vous allez adorer le choc inflationniste lié aux sanctions chinoises à l'égard du monde occidental. Pour vous le dire autrement, j'avais même fait une vidéo intitulée la guerre contre la guerre contre la Russie, c'est 10% d'inflation, et la guerre en Ukraine, c'est 10% d'inflation, mais la guerre contre la Chine, c'est 30% d'inflation. D'accord? Donc, c'est ça l'ordre de grandeur auquel il faut s'attendre. Si demain, on a une démondialisation brutale, violente, et que on n'a plus les containers chinois, globalement, c'est 30% d'augmentation des prix et d'inflation. Voilà. Je peux vous dire, ça va piquer. Et à côté, la guerre en Ukraine, c'était pas cher en termes inflationnistes. Donc, les actions peuvent être un moyen de se protéger de manière efficace. Je rajouterai que ces 30% d'inflation, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est comme les 400 000 bébés irakiens tués pendant les guerres en Irak. Selon Madeleine Albright, ça valait le coup d'en payer le prix. Donc, ça valait le prix d'en payer les coûts. Bon, surtout que les coûts, ce sont pas les vôtres en fait, hein. Les coûts humains, ils sont évidemment assumés par d'autres. Donc c'est d'autant moins rentable. Enfin, c'est d'autant plus rentable et d'autant moins pas cher. Donc on ne doit pas oublier. En fait, on a oublié ces dernières années que on a cru ces dernières années que l'économie primait sur le politique. Ça a toujours été faux. Et ce sera toujours faux. Au bout du compte, les sujets sont toujours des sujets de géographie et de géopolitique. La géographie conditionne les conflits, les guerres, et la géographie, c'est quoi? C'est l'accès aux ressources. D'accord? Souvenez-vous de vos cours d'histoire, l'Allemagne nazie, Adolf Hitler, l'espace vital. D'accord? Donc, on parle ici de géographie. On parle d'accès aux ressources et les ressources assurant le développement. Donc, et assurant la domination. Donc, on parle de géographie et on parle de géopolitique. Donc, on parle de géographie d'accès aux ressources et on parle de politique, c'est-à-dire de volonté de puissance, de volonté de domination. Et donc, on parle de la raison d'État. Parce que
pour pouvoir asseoir sa puissance, il faut avoir la conscience de son état. Et quand on a la conscience de son état, on a la conscience, évidemment, de quoi? On a la conscience de sa propre domination, de son propre pouvoir sur les autres. Donc, c'est ça qu'on appelle la raison d'État. Et la raison d'État, Philippe, vous en parlez tout à l'heure en vous disant on est face à une machine absolument phénoménale, une machine européenne totalement démentielle, face à laquelle l'individu n'est rien. Face à la raison d'État, les individus ne sont rien. Votre épargne n'est rien. Votre vie n'est rien. Et c'est pour ça que les États sont génocidaires. C'est parce que les États raisonnent en termes de géographie, de géopolitique, d'accès aux ressources, de domination et d'exercice de leur pleine puissance. Et l'exercice de la pleine puissance se fait toujours, au détriment des gens, des peuples, des épargnes, des sous. Vous êtes la contrepartie, nous sommes la matière première, nous sommes la contrepartie. Nos vies ne valent que pour être sacrifiées pendant les guerres et notre argent ne vaut que pour être utile pour financer les guerres. Voilà, donc je pense qu'il y a deux choses fondamentales à garder en tête. La première, c'est être capable de se protéger des guerres, parce que ceux qui veulent aller mourir pour Kiev, je les laisse passer en premier, bien volontiers, et je n'ai aucune hésitation pour dire et pour confesser en place publique à quel point je suis lâche, à quel point je suis nul, à quel point je suis mauvais et je bats ma coupe, mais j'ai vraiment pas envie de mourir pour Zelensky et j'ai vraiment pas envie de me sacrifier pour Kiev, ni pour l'indépendance ukrainienne. Vous voyez, vraiment, j'ai pas envie d'offrir ma vie pour ça. Je le confesse, hein, j'ai aucun courage, je suis lâche. Voilà, je vous le dis à tous, sous le contrôle de Philippe, je suis lâche. Voilà, je veux pas mourir sur le front de l'Est, en Ukraine, en me faisant exploser le corps dans des souffrances terribles par un drone avec 500 grammes d'explosifs ultra puissants. Vraiment, j'ai pas envie de voir mon corps déchiqueté comme ça dans les tranchées ukrainiennes. Je suis lâche, je le confesse et je le revendique et je vous emmerde. Voilà, et j'emmerde tous ceux qui veulent aller faire tuer des gens et leur faire exploser le corps pour Monsieur Zelensky qui danse la bite à l'air, parce que c'est quand même de ça dont il est issu. Hein. C'est un humoriste minable de seconde zone, jouant du piano avec le zizi debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui, apparemment, ça voulait dire beaucoup. Donc, je ne veux pas aller mourir pour Monsieur Zelensky. Et de la même manière, j'ai pas envie de voir toute mon épargne, capital accumulé et mes sous servir à financer les guerres des Américains, d'Ursula von der Leyen, de l'Union européenne. Donc, j'ai deux sujets aujourd'hui majeurs de réflexion. Le premier, c'est comment je me protège physiquement d'une éventuelle guerre et comment je fais pour y échapper. Et là, il faut que chacun se pose la question avant que le problème se pose, hein, parce que là, il faudra être capable de réagir très très vite et il faudra être capable déjà de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut pas faire. Personnellement, par exemple, je préfère aller 5 ans en prison plutôt qu'aller sur le front de l'Est. Voilà, et c'est un choix, et c'est un choix qui, j'espère, ne se posera pas, mais que la prudence veut que l'on se pose avant que le problème n'advienne. Ça, c'est le concept de prévoyance. Donc voilà, comment je fais pour me prémunir physiquement de la guerre, et puis comment je fais évidemment pour essayer de protéger mon argent, dans ce contexte compliqué. Et Philippe a évoqué quelques pistes avec lesquelles je ne peux être que d'accord, autour des actions, autour des matières premières. Évidemment, on aurait pu parler de l'or. L'or est toujours intéressant, notamment parce que l'or, vous pouvez l'avoir avec vous, vous pouvez partir. Et si vous le liez à la première question qui est comment je me protège physiquement de la guerre, ça peut passer par un départ, une expatriation contrainte et forcée. Et sachez qu'on ne part jamais avant
on part toujours trop tard, en fait. Hein. Quand on est juif en Allemagne nazie, et on essaye de rester, ça sera peut-être pas si pire que ça, peut-être qu'on va s'en sortir. Puis bon, et donc on essaye de composer un peu, puis à un moment donné, c'est intenable. Ceux qui ont la chance de pouvoir partir réussissent à partir. Ils partent avec quoi? Ils partent avec pas grand-chose, une valise et au mieux quelques piécettes d'or pour pouvoir recommencer une vie ailleurs. Et puis, ceux qui n'ont pas pu partir, eh bien, on sait ce qui leur est arrivé, hélas. Donc, voilà, on part jamais dans de bonnes conditions. L'or est toujours très utile pour partir dans de mauvaises conditions. Donc, vous pouvez relier les deux. Espérons encore une fois que on n'arrivera pas à ce genre de situation, mais encore une fois, mieux vaut se préparer et un homme averti en vaut deux, un homme préparé en vaut quatre. Donc plus on est préparé, mieux c'est. Et également psychologiquement dans sa tête, voilà, il faut être un petit peu affranchi de ce genre de questions pour pouvoir réagir facilement. Il faut nourrir aucune naïveté. Les États ne veulent pas de bien et nous sommes, et je terminerai là-dessus, sur une autre extension historique. Je vous ai parlé des États qui étaient génocidaires. Notre réflexion, connaissez-vous un seul État qui se soit créé autrement que dans le sang? C'est-à-dire que toute la naissance des nations, des empires, y compris de la nation française, dont aujourd'hui je vous parle de notre souveraineté, je vous parle de la souveraineté française, mais ça ferait hurler un chouan qui a été massacré lorsque il y a eu la Révolution française, d'accord. Ça vous ferait hurler les hérétiques cathares qui sont morts au nom de la raison d'État, qui ont été massacrés au nom de la Sainte Église catholique pour pouvoir créer la France telle que nous la connaissons aujourd'hui et dont je veux évoquer la souveraineté. Vous voyez, donc il y a plein de paradoxes historiques. Mais si on raisonne convenablement, qu'on connaît un petit peu son histoire, vous n'avez aucun pays, aucune nation au monde qui ne se soit pas fondée ou qui ne soit pas la conséquence d'une guerre, c'est-à-dire de morts, par milliers, par centaines, par millions, parfois en dizaines de milliers. Et je crois qu'aujourd'hui, on assiste à la naissance d'un nouvel État, ou en tout cas de quelque chose qui voudrait devenir un État, et c'est évidemment l'Union européenne, l'Empire européen. Alors, je pose une question pour l'histoire, pour la postérité, pour l'avenir. L'Union européenne peut-elle émerger comme État sans éradiquer les États-nations qui la composaient et sans naître d'une énorme conflagration et d'une nouvelle guerre, peut-être qu'on appellera ça la Troisième Guerre mondiale, qui a donné lieu soit à la destruction de l'Union européenne, soit à sa naissance en tant qu'États-Unis d'Europe. Voilà, c'est la réflexion ultime que je voulais partager avec vous tous. Effectivement, c'est un sujet qui amène à la réflexion, c'est très intéressant. Merci à tous les deux pour vos réponses. Vous avez rédigé pour nos lecteurs un rapport spécial sur les conséquences de la crise politique actuelle et les étapes à suivre pour se préparer et se protéger au mieux de cette crise. Donc j'invite nos lecteurs à le télécharger dans le lien qui se trouve en description de la vidéo. Et j'invite également tous ceux qui nous regardent à s'abonner au réseau de Charles Sana et à suivre sa lettre Insolentiae. Merci encore à tous les deux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.